Bonjour à tous, ici Chaos. On se retrouve pour l'épisode 6 de cette série de vidéos sur le ethical hacking, et aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle attaque qui s'appelle le social engineering. Alors le social engineering, c'est quoi? Eh bien en fait il s'agit d'attaquer non pas un site web, non pas un logiciel, non pas une machine, mais d'attaquer le maillon faible de la chaîne de sécurité, souvent le plus faible, c'est l'humain. En fait, on ne va pas, bien évidemment, attaquer des gens, en tout cas pas physiquement, mais il s'agit de profiter du fait que c'est souvent les individus, les personnes qui sont les moins formées à la sécurité, les moins aptes à résister à une attaque sécurité. Et donc c'est là-dessus que se base le social engineering, avec tout un tas de techniques. Alors on va pas tout voir là en vidéo, mais je vais essayer de vous dresser un portrait à peu près complet de toutes les possibilités qui sont accessibles via ce genre d'attaque. Alors il faut savoir que le social engineering, en gros, c'est composé de deux grandes familles. Il y a d'abord la collecte, et il y a ce que j'appellerais ensuite le culot, si vous voulez. Donc sur la partie purement collecte d'informations, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'était l'épisode 3, si je me rappelle bien, qui s'intitule donc la collecte d'informations. Donc ça rejoint un peu la même chose, hein. Il s'agit de collecter un maximum d'informations, mais non pas sur un site web ou sur un logiciel, mais vraiment sur un humain, des humains, une organisation. L'idée, c'est d'avoir un maximum de données pour l'étape suivante, qui sera donc le culot, qu'on va aborder après. Mais donc, dans un premier temps, c'est vraiment de collecter un maximum d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche par exemple des noms, des prénoms de gens, des postes à différentes hiérarchies. On cherche tout ce qui peut être lié à des informations personnelles, donc du type date de naissance, informations sur la famille, conjoint, enfant, maîtresse, chien, j'en sais rien, enfin voilà, tout ce qui est données privées de la personne. Donc l'idée vraiment c'est de collecter, on va dire vraiment au sens large, le plus d'informations possible sur le plus d'individus possible, et après de choisir dans cet éventail d'informations collectées quelle va être la cible la plus appropriée pour l'attaque de social engineering. Alors le social engineering au sens large, hein, c'est pas quelque chose de technique, donc il n'y a pas vraiment d'outils pour ça, mais on a quand même quelques logiciels pour s'aider dans la démarche, et donc notamment sur la partie collecte d'informations, et bien comme on avait vu dans l'épisode précédent, enfin dans l'épisode 3, il y a le logiciel Maltego, qui est très efficace pour collecter, pour faire la collecte et le regroupement, le recoupement de données. Mais on peut aussi avoir sur Kali un petit logiciel qui peut aider, c'est pas son but premier, mais un logiciel de support qui s'appelle CUP, C-U-P-P, donc qui je crois n'est pas installé de base sur Kali, mais bon, vous faites un apt-get et puis voilà. Donc en fait c'est un outil qui à la base sert à générer des mots de passe en connaissant un certain nombre d'informations. Donc c'est quelque chose qui peut vous servir de trame pour votre aspect collecte de données, puisqu'en fait le logiciel va vous demander le nom de la personne, le nom du conjoint, le nom de l'animal de compagnie, la date de naissance, enfin voilà, toute une série d'informations comme ça. Donc le fait de pouvoir y répondre va montrer que vous avez quand même déjà travaillé la collecte et vous avez collecté un certain nombre d'informations. Donc c'est une bonne trame intéressante, et en fait le logiciel en lui-même à la fin génère une série de mots de passe probables pour cette personne. Donc là en l'occurrence c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, CUP permet à partir d'informations collectées de générer une liste de mots de passe qui potentiellement peuvent être les mots de passe de la personne. Le grand classique, hein, puisque c'est quand même un grand classique, les gens mettent souvent leur date de naissance, la date de naissance de conjoint, la date de naissance de quelqu'un d'autre, ou le prénom, voilà, un prénom important à leurs yeux. Donc le fait d'avoir collecté ça en amont, donc en suivant la trame que vous fournit CUP, ça permet d'organiser un peu votre collecte et d'avoir pas mal d'éléments pour la suite. Donc normalement, une fois que vous avez fini votre collecte, on va pouvoir attaquer la deuxième phase du social engineering, qui est vraiment la phase d'attaque proprement dit. Normalement, en fait, une fois qu'on a tout collecté, on est capable d'avoir une cible, alors soit qui était une cible prédéfinie à l'avance, soit qui ressort de votre collecte d'informations comme étant une cible facile. L'idée, en fait, c'est de rechercher, quand on fait du social engineering, de rechercher des gens qui sont à cheval entre sans responsabilité mais avec quelques pouvoirs quand même, donc qui sont
qui n'ont pas forcément les accès, je veux dire, c'est pas forcément le PDG, le chef de la sécurité ou le grand maître de la base de données que vous cherchez, mais qui en tout cas sont suffisamment proches pour à travers eux avoir accès à l'information que vous souhaitez, mais sans forcément détenir l'information eux-mêmes. Ce qui est important, mais bon, ça c'est pas forcément évident à voir quand on fait la collecte d'informations, quoique avec Facebook et compagnie il y a moyen, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui soit, alors on pourrait dire naïf, mais c'est pas le mot, c'est pas naïf, c'est quelqu'un qui soit finalement altruiste quelque part, voilà, qui a envie de faire plaisir, qui fait confiance facilement, voilà, qui aime aider les gens. On va le dire comme ça, c'est le plus simple. Donc plutôt ouvert d'esprit, voilà. C'est ce type de personnalité qu'il faut rechercher quand on fait sa collecte et donc qui est la cible du social engineering. Une fois que vous avez votre cible, donc pour faire votre attaque de social engineering, vous allez utiliser en fait tous les moyens finalement à votre disposition pour communiquer avec cette personne et donc lui faire faire ce que vous voulez, ou en tout cas obtenir via cette personne les informations que vous recherchez. Donc la plupart du temps, les moyens les plus classiques, c'est le mail, messagerie, ça peut être le téléphone, très fréquent aussi, plus rarement, mais c'est possible aussi physiquement, c'est-à-dire la rencontre physique avec cette personne, et bon voilà, tout ce qui tourne autour de ces moyens de communication là. Donc on peut aussi avoir, je sais pas, son contact sur les réseaux sociaux, ou connaître l'ami du voisin, du frère, du bidule, voilà, enfin voilà. Après, quand on fait du social engineering, il faut imaginer un peu tout ce que vous voyez dans les films d'espionnage, ou voilà, ce genre d'environnement et d'atmosphère, ce genre d'attitude. Je vais vous montrer un peu quelques exemples d'attaques que vous pourriez recevoir. Alors je vais commencer par un exemple qui m'est arrivé personnellement il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs j'avais raconté sur Twitter. Donc ça peut paraître un peu gros, mais voilà, ça existe en vrai, hein. Là c'est pas fictif. Alors je vais paraphraser, hein, j'ai pas exactement le même déroulé, mais voilà un peu ce que ça donnait. Donc là je décroche mon téléphone, je vais faire la personne qui est à l'autre bout, l'attaquant. Oui, bonjour, service sécurité de Microsoft, nous venons de détecter que votre ordinateur a émis des virus avec son adresse IP, donc nous aimerions procéder avec vous à un audit de votre ordinateur. Donc là, la personne en face, ah bon, quoi, qu'est-ce? Oui, alors, donc pour commencer, on va d'abord vérifier que c'est bien vous, donc est-ce que vous pouvez vous connecter à votre ordinateur? Est-ce que vous êtes devant? Oui, bon, alors, donc je voudrais que vous alliez dans une console de commande et vous tapiez la commande ipconfig pour que je puisse voir votre adresse IP et qu'on puisse confirmer que c'est bien l'adresse IP que nous avons détectée. Voilà, forcément, la personne veut bien faire, hein, elle est là pour aider, et donc elle va, voilà, si elle est un peu bernée facilement, elle va se connecter, regarder son adresse IP, et donc commencer à donner une première information, son adresse IP. Alors oui, c'est bien ce qu'on avait détecté. Alors pour vérifier que je parle bien à la bonne personne, hein, je voudrais quand même, avant d'aller plus loin, vous authentifier. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse email, s'il vous plaît? La formulation est volontairement ambiguë, c'est-à-dire que confirmer une adresse email, mais l'opérateur ne vous donne pas d'adresse email à confirmer, il vous laisse d'abord parler pour que vous lui donniez votre adresse email. Jusqu'ici tout concorde, donc nous allons pouvoir vous connecter et puis procéder à la vérification de votre ordinateur. Donc pour ça par contre, une dernière information qu'il va nous falloir pour qu'on puisse confirmer avec notre service sécurité, il va nous falloir votre mot de passe pour que nous puissions vérifier que vous êtes bien la personne concernée et pas quelqu'un de la famille. Dernière étape, on demande le mot de passe qui va avec le mail, hein. Bon après j'ai pas la formule parce que j'ai pas enregistré l'appel, hein, quand je l'ai eu, mais je vous fais pas la formulation exacte, mais l'idée c'est ça en fait, hein, voilà. Vous avez quelqu'un qui va prétendre être un opérateur de sécurité, qui à aucun moment d'ailleurs ne va vous dire qui il est, ni son nom, ou alors un prénom pipeau, ni sa société, ou alors une société pipeau, mais qui va en tout cas vous demander un certain nombre d'informations. Là en l'occurrence, l'appel que j'avais eu moi en vrai allait plus loin. Alors moi j'avais tout de suite détecté, mais j'ai vérifié après parce que c'était arrivé à d'autres personnes. En fait ce type d'arnaque là, donc qui se présente comme étant de Microsoft, hein, carrément, plus c'est gros plus ça passe, et donc vous disent carrément d'installer des choses sur votre ordinateur pour pouvoir le prendre en contrôle à distance. Enfin voilà, après vous avez un ordinateur qui va se retrouver
mis dans ce qu'on appelle un botnet, donc c'est-à-dire que votre ordinateur va servir à d'autres activités, puisque vous aurez de vous-même installé un certain nombre d'outils pour que qu'un hacker puisse le contrôler à distance. Donc on est vraiment sur une attaque au niveau technique qui est très très faible, hein. Voilà, je passe un coup de fil, sauf que la personne au bout, si vous avez la bonne cible, va faire tout ce que vous lui dites, plus ou moins, en tout cas si c'est suffisamment crédible pour que ça passe. Donc vous voyez, en fait, le culot, finalement, quand je vous disais la collecte et le culot, hein, le culot c'est ça, c'est-à-dire que une personne totalement inconnue, avec un numéro inconnu d'ailleurs, va vous appeler, va vous demander des informations, va vous demander de faire des choses, et vous allez le faire parce que vous allez le croire. C'est vraiment la base du social engineering, c'est que c'est suffisamment crédible, dit avec suffisamment de culot, d'aplomb, pour que vous vous pliez aux exigences. Alors comment fait-on pour se protéger de ce genre d'attaque? Alors il n'y a pas beaucoup de règles, hein. La première règle c'est bien évidemment la méfiance, mais il ne s'agit pas d'être parano, c'est pas la peine, puisqu'il peut y avoir des vraies personnes sans badge, des vrais gens qui ont besoin d'informations, des vrais services informatiques qui vous appellent, c'est possible aussi, hein. Donc c'est pas une question de parano, c'est une question d'être méfiant au sens où quand on vous demande quelque chose, toujours vous assurer que c'est pertinent. C'est-à-dire si Microsoft m'appelle, c'est typiquement ce que j'ai fait quand cette arnaque m'est arrivée, puisque moi je me suis pas fait attraper évidemment. En fait, il vous appelle, il vous dit bon bah voilà, je suis Microsoft, votre ordinateur crée des virus, je sais plus ce qu'il me disait, diffuse des malwares je crois. Donc je leur dis ah bon, alors déjà dites-moi quel est mon IP. Voilà, c'est moi qui leur demande à eux mon IP, c'est pas à moi de leur donner. C'est pas une information que je dois donner, c'est une information qu'ils doivent dire d'abord. Même chose pour le mail ou le mot de passe. Quand quelqu'un vous demande quelque chose pour confirmer, il faut d'abord qu'il donne l'information et vous la confirmez. C'est dans ce sens-là que ça marche, une confirmation. Si vous donnez déjà l'info, il n'y a pas besoin de confirmer, vous venez de lui donner. Donc ça c'est on va dire la première règle de méfiance, de s'assurer de la pertinence de ce qu'on vous demande, et aussi d'en profiter pour demander l'identification de la personne qui vous parle. Ça peut être du pipeau, mais c'est toujours bon de dire, vous m'appelez, vous êtes qui? C'est un numéro inconnu, vous êtes qui? Quel est votre numéro? Qu'est-ce que vous voulez, quoi, voilà. Commençons par les présentations, finalement. Et ça peut éviter un certain nombre d'attaques, puisque souvent, en fait, l'attaquant part du principe qu'il vous prend par surprise quelque part, il vous déstabilise, donc vous êtes un peu perdu et vous faites ce qu'il vous dit. Si vous commencez à poser les choses en vous disant ok, on commence d'abord par la base, vous êtes qui, je suis qui, qu'est-ce que vous voulez, confirmez-moi votre identité, vous, l'attaquant, pas moi la victime, hein. Et bien là tout de suite ça permet d'éviter un grand nombre de choses. La deuxième règle, qui est presque finalement la seule règle qui va encore au-delà de la méfiance, c'est de ne jamais en aucune circonstance donner vos identifiants de quoi que ce soit. Alors le login passe encore, ça peut être demandé, ça peut avoir une valeur. Le mot de passe, jamais. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. C'est-à-dire que si votre service informatique réel de votre entreprise vous demande votre mot de passe, ils font mal leur métier. Si quelqu'un au téléphone demande votre mot de passe, il fait mal son métier. Que ce soit Orange, Free, votre fournisseur d'accès Internet, que ce soit quelqu'un qui, a priori, soit pertinent pour le demander, il n'a pas à le demander. S'il le demande, c'est qu'il a quelque chose qui ne va pas. Soit il est mauvais, soit c'est un attaque, quoi, il est malveillant, soit techniquement leur infrastructure est de la merde. Personne ne doit jamais vous demander vos mots de passe. Jamais. Par téléphone, par mail, par ce que vous voulez, vous ne devez jamais donner vos mots de passe. Un responsable de sécurité informatique qui vous demande votre mot de passe a fait une erreur. Il saura forcément, il n'y a pas besoin de votre mot de passe en fait. Il peut travailler, il peut faire tout ce qu'il a à faire sans avoir votre mot de passe. Parce qu'il est le responsable du service informatique. Même chose pour votre fournisseur d'accès internet, votre site web, tout ce que vous voulez. Personne ne demande votre mot de passe. Si on vous demande votre mot de passe, c'est soit une erreur, soit une malveillance. Dans les deux cas, il ne faut pas répondre. Donc voilà, ça c'est finalement la règle d'or, au-dessus encore de la méfiance, c'est vraiment la règle principale à retenir. Pour éviter le social engineering, en tout cas pour limiter la casse, ne donnez jamais de mot de passe à personne.
Sur ce, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains thèmes que vous voulez voir abordés dans ces vidéos, et ou à réagir d'ailleurs à cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!